Mathieu Langlois, bonsoir. Vous publiez Médecins-chefs du RAID vivent en état d'urgence aux éditions Albin Michel. Vous étiez l'une des toutes premières personnes à entrer au Bataclan le soir du 13 novembre. C'est cette expérience que vous racontez dans ce livre. Vous le dites d'ailleurs au début du livre, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de fantasmes même qui ont circulé sur les retards éventuels des secours lors de cette soirée du Bataclan. Alors racontez-nous comment ça s'est passé. Quand vous êtes entré dans l'enceinte du Bataclan, est-ce que vous saviez ce à quoi vous alliez être confronté? Est-ce que vous saviez si oui ou non les terroristes étaient toujours à l'intérieur? Alors on avait des informations qui étaient très confuses. On savait qu'il y avait 3 ou on parlait de 4 terroristes. On savait qu'il y avait des forces de police qui étaient arrivées avant nous, la sécurité publique, la BAC, la BRI parisienne qui est arrivée juste avant nous. On savait qu'il y avait des victimes. On n'avait pas l'idée du nombre de victimes. Voilà, c'était un petit peu confus. C'est avec ces idées-là qu'on est rentré dans le... Et là, vous entrez, alors on imagine, c'est sombre, vous voyez des tas de gens, et la procédure, vous dites, s'il y en a qui peuvent bouger, qu'ils viennent vers moi. En fait, le rôle du médecin au RAID est évidemment de faire du soin, mais surtout de prendre des décisions difficiles, et de les prendre malgré des situations d'extrême danger, de stress intense. Il faut rapidement prendre, entre guillemets, la mesure de la crise et de prendre les décisions avec l'accord, évidemment, du commandement du RAID. C'est quelque chose qu'on fait... c'est une décision qui est partagée. Et la première étape, c'est d'évacuer les valides, ceux qui peuvent marcher, ceux qui peuvent sortir. Et donc, vous dites, s'il y en a qui peuvent bouger, qu'ils viennent vers moi, et là, vous dites, personne n'a bougé à mon appel. C'est là où vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Alors tout ça, c'est des principes d'intervention qu'on a développés depuis des années. On sait que la priorité, c'est d'évacuer, d'extraire du danger les victimes le plus vite possible. Le danger, vous l'avez dit, était toujours présent. Et le plus simple, c'est demander à tous ceux qui peuvent éventuellement encore marcher de nous rejoindre et de quitter le plus rapidement possible les lieux. Malheureusement, comme vous l'avez dit, ceux qui pouvaient bouger, c'était soit cachés dans différentes parties du théâtre, soit étaient déjà sortis du théâtre. 89 morts, beaucoup de blessés, et pourtant, vous dites, dans la fosse, le calme est sidérant. Oui. On n'entendait rien? On n'entendait pas. Si vous dites qu'il y avait 2 mots qu'on entendait, c'est j'ai mal et c'est l'horreur. Mais ça, c'est uniquement quand on s'approchait d'eux et quand on parlait avec eux. Il y avait une dignité et des victimes. Il n'y avait pas du tout de cris ou d'affolement comme ça a pu être raconté. Dans la fosse, c'était vraiment, il y avait le calme régné. Donc les terroristes étaient encore là. J'ai mal, c'est l'horreur, double souffrance, souffrance physique, souffrance psychologique. Comment procède-t-on quand on est médecin? Alors, face au nombre de blessés, comment procède-t-on? Ça s'appelle le triage dans votre jargon. Alors, racontez-nous comment on décide de soigner un tel plutôt que le voisin. D'abord, on veut soigner tout le monde. Eh oui, donc, mais quand on en a autant à soigner, et vous étiez 2. On était 3. Ouais, 3. On prend des décisions. Et on n'était pas seuls, c'est pas uniquement les médecins qui ont fait les gestes d'évacuation et de sauvetage. On était aidés par, en particulier, de très nombreuses forces de police qui ont fait un travail exceptionnel parce qu'eux, contrairement à nous, ne sont pas formés pour faire ce travail-là. Ils avaient besoin uniquement que nous, les médecins, on les guide. C'était là encore, on était dans la prise de décision. Le triage, c'est de la décision. Alors, vous dites par exemple, alors ceux qui respirent facilement, ça veut dire qu'ils sont pas en état d'urgence. Hein? Dans la priorité, quelqu'un qui vous parle sans montrer de signes de détresse, on appelle ça des signes de détresse, c'est qu'on a un petit peu de temps devant nous. Un petit peu de temps. Et en revanche, ce qui est horrible, vous dites, alors ceux-là, on s'en occupe pas tout de suite, il y a les cas désespérés également. Là encore, il faut faire des choix, c'est difficile. Ce qui aurait été insupportable, c'est de ne pas prendre de décision. Pour nous, il y a une jeune femme, vous voyez que son cas est désespéré. Je sais que les lésions qu'elle a sont malheureusement tellement graves qu'elle n'a aucune chance de survivre. Et elle est encore vivante à ce moment-là, mais je décide à ce moment qu'il y a d'autres victimes qui doivent passer en priorité, qui doivent être évacuées en priorité. Et malgré tout, elle sera évacuée? Oui, bien sûr. Et vous vous renseignez sur son sort? Oui, j'ai essayé de savoir ce qu'elle était devenue. Et en fait, elle est morte. Elle est décédée le lendemain matin. Donc, vous
c'est horrible à dire, mais vous aviez raison la veille de vous dire que ça n'était pas une priorité. Il y avait d'autres gens à sauver. Mais encore une fois, je vous dis, l'important, c'est de prendre des décisions. Notre métier, c'est vraiment d'extraire l'ensemble des victimes. Il y en avait de très nombreuses. Il fallait créer beaucoup de fluidité. Il y avait les services de secours, les pompiers et le SAMU qui étaient à l'extérieur. Donc il fallait très vite que l'ensemble des victimes sortent. Et évidemment, ça alors, demande... On sort, on voit qu'il y a des gens qui ont des jambes explosées. Et donc vous dites, malgré tout, il faudrait les endormir, ces gens-là. Maintenant, on les fait marcher. On va très vite. Un garrot, pas plus de 10 secondes par geste. C'était des procédures auxquelles vous n'aviez jamais été, que vous n'imaginiez jamais pratiquer, j'imagine. Alors si, on travaille ça au quotidien. Ouais. Après, évidemment, la crise et l'ampleur de la crise nous a surpris. C'est par définition accepter l'imprévu. Hein. Donc on savait ce qu'on allait devoir réaliser comme geste, comme les décisions qu'on allait devoir prendre. Néanmoins, évidemment, il faut s'adapter à une situation imprévue. Vous vous êtes senti proche de défaillir pendant quand vous étiez au Bataclan, ou alors quand on est dans l'action, on est porté par une force surhumaine qui vous étonne vous-même? Non, quand on rentre, c'est encore une fois l'acceptation. Il y a des émotions qui sont indispensables, ouais. La peur, la colère, le dégoût. Elles vous traversent, mais vous les maîtrisez tout de suite, c'est quasi instantané, pour ensuite, à ce moment-là, donner le meilleur de vous-même, ou surpasser si vous voulez, mais en tout cas, donner le meilleur de vous-même, ça c'est sûr. Et donc à ce moment-là, il n'y a plus de doute possible, vous êtes là pour réaliser votre métier. Et là, dans cette phase-là, il n'y a absolument plus de doute possible. Et c'est après que cette soirée vous hante. D'abord, que se passe-t-il quand vous rentrez? Ensuite, vous prenez une douche très longue, je crois. Quand je rentre à la base, au service, ouais. Oui. Après, 45 minutes de douche, pourquoi? Pour vous laver de tout le sang, de tout ce que vous aviez... Il y avait probablement aussi psychologiquement besoin aussi de retrouver un petit peu une vie normale. Ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, alors vous dites me hanter, non, la soirée du 13 novembre ne me hante pas, parce qu'on est vraiment dans la recherche, l'analyse de ce qu'on a fait depuis, ça fait un an maintenant, et j'ai pris le temps pour écrire ce livre, parce qu'on avait besoin de faire une analyse précise de ce qu'on avait fait. Et on est en permanence dans l'amélioration. Et donc, ça évite justement d'être hanté par... Alors précisément, est-que l'analyse que vous avez faite de cette soirée, est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous dites, il y a certaines choses que je regrette d'avoir faites, d'autres, ou certains points que je pourrais améliorer aujourd'hui? Alors, des regrets, non. Des sources d'amélioration, ouais. Évidemment. Sinon, il ne faut pas faire ce métier, là encore. On est en permanence, on cherche à se préparer avant les crises, on s'adapte pendant et on s'améliore après. Ça, c'est ce qu'on fait systématiquement, et particulièrement après une soirée aussi tragique que celle du 13 novembre. Vous êtes médecin-chef du RAID. C'est une spécificité française qu'il y ait des médecins parce que le RAID est une unité de police. Il n'y a qu'en France où il y a des médecins qui accompagnent comme ça les unités de police? Alors, il y a quasiment qu'en France où vous avez des médecins qui intègrent les forces d'intervention. Et on a montré justement que ça avait un intérêt, c'était de pouvoir mener de front une mission de secours, en tout cas initier une mission de secours avec tous les services à l'extérieur de secours. Mais le fait d'avoir des médecins au plus près de la crise, ça permet déjà de prendre les bonnes décisions sans attendre la fin de la mission de police. À l'origine, c'était pour venir en secours à des policiers qui auraient été éventuellement blessés. À la création. Voilà. Oui, mais ça fait longtemps qu'on avait dit très clairement qu'on serait un jour confronté à des tueries de masse où on devrait à la fois mener une mission de secours en même temps que la mission de police. Et là, c'est là où la plus-value du RAID et des médecins du RAID est vraiment à saluer. Et d'ailleurs, on a beaucoup d'échanges avec les forces étrangères qui tirent des enseignements par rapport à ce qu'on leur raconte de ce qu'on a vécu ce soir-là. Médecin-chef du RAID, donc aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup, Mathieu Langlois. Merci. Restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Alain Juppé confirme son avance dans les sondages, tandis que dans le camp Sarkozy, l'inquiétude commence à poindre sérieusement. Alors, à 3 semaines de la primaire de la droite, les jeux sont-ils faits? C'est tout de suite. C'est dans l'air, Bruce Toussaint.